Donc, je m'appelle Nadim Houri, je dirige le Arab Reform Initiative et on est partenaire et très fiers d'être partenaire et de soutenir vraiment Lebanon Talks, une très importante initiative. On se retrouve aujourd'hui, effectivement, c'est un anniversaire, une date assez importante dans l'histoire récente de notre pays, le Liban. Une occasion de prendre le temps de la réflexion, de voir qu'est-ce qui a été accompli, où en est-on aujourd'hui et comment on avance, alors que le pays continue à faire face à une crise vraiment sans précédent, une crise très complexe. J'ai la chance, l'opportunité de modérer aujourd'hui un débat très important qui a tout son sens dans cette démarche, je dirais, transfrontalière, d'une discussion notamment entre aujourd'hui la France et le Liban. Ici, avec moi sur le panel à Paris, l'ambassadeur Pierre Duquesne, qui depuis le 3 septembre est l'ambassadeur et la personne en charge de la coordination et le soutien international au Liban, mais qui est aussi, si je peux me le permettre, peut-être, qui a beaucoup d'expérience dans les questions de reconstruction, de financement. Il a représenté la France au FMI, à la Banque mondiale. Il a souvent été en charge au Quai d'Orsay des questions de reconstruction. Donc, très à propos des challenges actuels au Liban. Ziad Majed, professeur à l'American University de Paris, mais politologue, mais au-delà aussi écrivain prolifique, commentateur, et quelqu'un peut-être, si je peux me permettre, Ziad, entre l'académie et l'activisme. Et moi, un de mes premiers stages en tant que jeune, je l'ai fait avec Ziad au milieu des années 90. Après, en allant à Beyrouth, nos amis Sybille Vez, Sybille qui est aujourd'hui directrice des politiques publiques à Kulluna Irada, qui est un think tank, une association, un groupe de pression qui a la particularité, et je pense l'innovation, d'avoir été l'un des premiers groupes au Liban financés purement par des Libanais au Liban ou à la diaspora. Donc là aussi un exemple de nouvelle institution transfrontalière et qui a vraiment été saisie depuis ses débuts dans le dossier des réformes, que ce soit au niveau de la gouvernance politique et les problématiques, je dirais, économiques, tous ces dossiers sur lesquels le Liban, depuis des années, n'arrive pas à avancer et que Kulluna Irada n'arrête pas de pousser, de proposer. Sybille est par ailleurs journaliste qui a écrit toujours pour Le Figaro et qui était rédactrice en chef du Commerce du Levant. Et bien sûr, professeur Carla Eddé, vice-recteur aux relations internationales de l'USJ, qui a dirigé aussi à l'USJ le département d'histoire et de relations internationales, et qui, je recommande vivement aussi son livre sur la naissance d'une capitale, Beyrouth. Je pense que ça va nous permettre peut-être aujourd'hui de prendre un peu de recul et voir aussi dans cette question du rôle français aujourd'hui au Liban une perspective d'actualité, mais aussi ancrée dans une histoire. Ce sera le format aujourd'hui, donc on aura après 1h30 ensemble. Je poserai quelques questions aux intervenants. Ce serait un échange, un dialogue, premièrement entre les intervenants et après à peu près 45 minutes. Vous pourrez, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui sur Zoom, c'est un peu le nouveau format d'actualité. Vous pourrez poser vos questions et je tâcherai de les lire à nos intervenants. Il aurait été coutume, je pense, peut-être de commencer par nos intervenants au Liban. Mais comme aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que l'initiative française peut-elle encore réussir dans le contexte actuel? Je vais commencer par Paris, avant d'avoir le Liban réagir un petit peu à cette proposition. Et je vais commencer avec vous, monsieur l'ambassadeur. Quand on regarde le Liban et quand on écoute nos très chers politiciens, tous se réclament d'être avec et d'être très jaloux pour défendre l'initiative française. On a une expression en arabe qui dit « min al-hubbi ma qatal ». Parfois, quand on aime quelque chose trop, on peut le tuer. Et en même temps, il faut peut-être se rendre compte qu'ils font tout peut-être pour faire échouer cette initiative, tout en déclarant leur flamme et leur amour et leur soutien à cette initiative. Et quelque part, dans le débat, on est peut-être en train de perdre la perspective de qu'est-ce qu'est aujourd'hui l'initiative française. Qu'est-ce qui est la composante voilà, qui ne change pas? Quels sont un petit peu les éléments fondateurs de cette initiative sur lesquels la France
ne fera aucun compromis. Et par définition, qu'est-ce qui n'est pas dans l'initiative française? Parce que je pense beaucoup de Libanaises et de Libanais, on a tous tendance à projeter sur cette initiative ce qu'on aimerait voir. Donc peut-être commençons, avant de discuter où en est l'initiative française, si elle peut toujours réussir, si je peux vous demander, qu'est-ce qu'est l'initiative française aujourd'hui, ce 17 octobre? Merci beaucoup. Oui, ça marche. Merci, Monsieur Khoury. Bienvenue à tout le monde. Merci à l'ESCP. C'est vous dire à quel point on mélange les deux rives. Le mail que j'ai reçu de Antoine Calabre, que je remercie, disait « Pour les intervenants présents au Liban, merci de venir au 79 avenue de la République, Paris 11e ». Et donc ce lapsus est significatif. J'ai l'impression d'être au Liban en étant à l'ESCP Paris. La question qui est posée, effectivement, et les questions que vous venez de formuler, je vais tenter d'y répondre. Et je réponds à la question principale, et vous seriez surpris que je réponde autrement. Je réponds oui, elle peut réussir dans le contexte actuel. Alors, je vais vous donner une première raison que je viens d'avoir. La loi de Jean-Baptiste C. L'offre crée sa propre demande. C'est ce que nous a appris cet économiste classique. Donc voilà une première raison. La seconde raison, je dirais, c'est qu'elle le peut réussir parce qu'elle le doit. Il n'y a pas d'autre solution pour sauver le Liban du chaos. La troisième raison, c'est qu'elle le peut parce que le contexte n'est pas seulement négatif. Comme toute crise, la crise économique et financière, j'ai tendance à regarder à droite et à gauche, mais c'est vrai que devant une salle vide, c'est un peu particulier. La crise économique et financière a fait comprendre, je crois, j'espère, que le modèle n'était pas viable. L'explosion du port a accru la visibilité des insuffisances criantes de gestion du pays. L'opinion publique, et nous le savons plus encore en ce jour, existe. Et plus fondamentalement, le capital humain, comme disent les économistes du Liban, est considérable. Elle le peut enfin, ça sera la fin de mon introduction, parce que la France continuera à pousser pour la mettre en place. Alors, je réponds ensuite plus directement à vos questions, ce qu'est l'initiative française et ce qu'elle n'est pas. Je vais tenter de vous donner à chaque fois 4 éléments de réponse. Bon, ce qu'est l'initiative française, c'est d'abord une occasion de transformer une crise en opportunité. L'explosion du silo du port et du port derrière n'est pas une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre ou un raz-de-marée. Vous avez fait allusion à ce que j'ai fait dans le passé. J'ai été en face de situations de ce genre. Mais même de telles catastrophes exogènes, et l'explosion du port n'en est pas une, amènent à réfléchir au rôle de l'État pour les prévenir. Alors, a fortiori, donc, une explosion en cœur de ville qui montre la fragilité des institutions. Dans le cas libanais, le mode en commençant du mode de conservation des produits dangereux jusqu'au plan de la ville de Beyrouth elle-même. Et Madame Hédé sera sans doute utile sur cette réflexion. Je vais vous dire ici que tout ce qui relève de l'état de nature, à chaque fois que nous sommes confrontés à l'état de nature au XXIe siècle, en fait, nous amène à nous interroger sur la nature de l'État. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en arabe ou en anglais, mais l'état de nature renvoie à la nature de l'État. Et donc, c'est la nature de l'État qui est posée à travers cette catastrophe. Mais, comme je le dis, une crise se transforme en opportunité. La feuille de route, sur un plan strictement portuaire, si je peux dire, demande une enquête impartiale et indépendante avec l'appui des partenaires internationaux sur les causes de l'explosion. Donc, première raison, c'est une occasion de transformer une crise en opportunité. La seconde raison, enfin la seconde démonstration de ce que c'est que c'est la poursuite des efforts français depuis 3 ans. La première visite d'État, d'un chef d'État étranger durant le mandat du président de la République française Macron a été celle de Michel Aoun en septembre 2017.
Il y a eu les événements de novembre 2017, sur lesquels je ne reviens qu'en passant, et il y a eu la conférence CEDRE en avril 2018. CEDRE, ce n'était pas la suite de Paris 1, Paris 2, Paris 3, ce n'était pas de l'aide inconditionnelle et de nature extrêmement budgétaire, c'était plus de promesses d'aide que Paris 1, Paris 2, Paris 3, et c'était moins de versements puisqu'il n'y en a eu aucun. Parce que la CEDRE, là aussi compliqué en anglais ou en arabe, conférence économique pour le développement par les réformes et par les entreprises, demandait des réformes qui n'ont pas été faites. Mais elle s'appuyait sur 3 piliers. Un pilier investissement, investissement en infrastructure. Ce pays en a toujours besoin, et ce n'est pas l'explosion du port qui démontrera le contraire. Il en a besoin dans l'absolu, puisque vos infrastructures pour les Libanais ne sont pas à la hauteur de ce qu'est le Liban. Et il en a encore plus besoin aujourd'hui, si je puis dire, pour effectuer ce que je n'ai pas honte d'appeler une relance keynésienne. Deuxièmement, deuxième pilier des réformes. Alors, quand on entend réforme, de ce côté-ci de la mer, on pense réformes structurelles qui font mal et tout ça. Les réformes qui étaient demandées étaient des réformes de modernité, de régulation moderne. Aujourd'hui, avec la crise financière, il faudrait y ajouter, ce n'était pas dans CEDRE, les réformes plus financières. Et enfin, des financements. 11 milliards de dollars avaient été promis en avril 2018. Ils sont potentiellement là, même s'ils sont de plus en plus conditionnés pour la quasi-totalité des bailleurs, par la signature d'un programme avec le Fonds monétaire international. Et enfin, c'était un mécanisme de suivi à la fois beyroutain et dans les capitales, avec la société civile et avec les entreprises, société civile au sens strict ou large. Donc, nous poursuivons, la France poursuit, le président de la République poursuit les efforts faits depuis 3 ans. Donc ce n'est pas juste l'explosion du port qui a réveillé notre intérêt. La quatrième chose, qu'est-ce que c'est la troisième, c'est un programme de court terme, de réformes faisables et socialement non seulement acceptables, je dirais, mais demandées par l'opinion publique. Les échéances de la feuille de route sont extrêmement de court terme, 1 mois ou 3 mois après la formation du gouvernement. Il y a 3 parties dans celle-ci. Tout ce qui concerne la gestion de la pandémie, Covid-19, les suites de l'explosion du 4 août et la reconstruction de Beyrouth, et enfin la partie dite réforme. Dans la partie réforme, et elle-même divisée en sections, vous retrouvez les grands chapitres auxquels vous pouvez songer: électricité, mouvement de capitaux, gouvernance, lutte contre la corruption, la contrebande, marché public, finances publiques. Réforme, le mot est vaste. Dans certains cas, il s'agit d'abord de donner des signaux qui, jusqu'à présent, n'ont même pas été donnés, des signaux. Des nominations dans les autorités de régulation, des lancements de processus, par exemple une revue de la fonction publique, ou l'annonce de la volonté d'adhérer à la Convention anticorruption de l'OCDE de 1997, ou de la dévolution de moyens au Conseil pour les partenariats publics-privés et les privatisations. Donc ce sont de simples signaux que nous attendons. Il faut donner ces signaux, que le gouvernement libanais dise: nous souhaitons adhérer à la Convention anticorruption de l'OCDE. Ça prendra 3-4 ans. Bon, donc j'ose à peine appeler ça une réforme. Ensuite, il y a des vraies réformes de gouvernance, notamment marché public, justice, douane. Et enfin, il y a des réformes financières qui sont liées à la crise: contrôle des capitaux, résolution bancaire, budget sincère à la fois pour 20 et 21. Et puis quatrième thématique pour savoir ce qu'est l'initiative française, c'est fondamentalement un moyen de regagner la confiance. Le système de financement libanais était exorbitant du droit commun et il reposait sur un financement interne, les déposants bancaires internes, et externes, une nation
de 12 millions d'habitants, la diaspora, mais aussi les marchés, mais aussi la communauté internationale. Pour obtenir la confiance de tous ces gens-là, il vous faut de bonnes politiques. Et sinon, si vous n'avez pas de bonnes politiques, vous payez de plus en plus cher. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la confiance a progressivement disparu tout au long des années 2018-2019. Et j'ai eu l'occasion de le dire à Beyrouth en septembre 2019. C'était dès septembre 2019, bien avant le 17 octobre 2019, visible dans tous les indicateurs. Le 17 octobre signe la fin de la confiance de la population et la diaspora, qui a beaucoup suivi ce qui s'est passé le 17 octobre. Le 9 mars, le défaut, signe la fin de la confiance des marchés. Le 1er mai, la demande de programme FMI signe la fin de la confiance de la communauté internationale qui veut maintenant un programme FMI. L'initiative française, c'est la volonté de regagner cette confiance par, d'une part, une action unie et enfin responsable de toute la classe politique. C'est un peu vrai, et je le dis plus diplomatiquement que le Quai d'Orsay l'a encore dit hier, que pour le moment, on n'a pas le sentiment que cette classe politique a envie de faire ce qui convient, mais regagner la confiance aussi par le soutien de l'opinion publique et regagner la confiance par des actions de court terme. Alors maintenant, ce que ça n'est pas, après avoir dit ce que c'est, ce que ça n'est pas. Ce n'est pas d'abord la solution à tous les problèmes du Liban. La solution n'est pas seulement économique ou de développement, elle est également politique, mais l'urgence absolue, tout de suite, est humanitaire, sociale, de développement économique. Et la proposition initiale du président Macron comportait le recours à des législatives anticipées sous un an, une bonne partie de la classe politique, mais aussi beaucoup de représentants de l'opposition hors système, si je puis dire, ne l'ont pas souhaité. Donc le président de la République a entendu cela. À partir de là, il faut travailler avec le Parlement qui existe. Et c'est le concept d'avoir demandé aux forces politiques de s'unir sur une feuille de route. Le départ, de même que le départ de tel ou tel dirigeant ancien, voire de tous, ne réglerait pas les problèmes structurels du Liban, de même, la résolution de certains problèmes économiques n'est pas suffisant. La feuille de route est un chemin qui, au début, comme tout chemin, n'est pas forcément éloigné du chemin habituel, mais qui va finir par diverger. Ce n'est pas ensuite une ingérence dans les affaires intérieures du pays. Ce n'est pas une ingérence parce que les efforts demandés sont connus de tous, parce que la feuille de route est soutenue par l'opinion publique libanaise, et comme vous l'avez dit avec un sourire, par tous les partis politiques, y compris aujourd'hui, 17 octobre, et depuis le 1er septembre. Et tous disent la soutenir à la fois dans la méthode, un gouvernement de mission, de spécialistes pour une courte période, et le fond, les critiques que vous avez pu entendre concernaient le ton. Ce n'est pas ensuite un exercice purement français. Tous ces messages clairs, et donc ce n'est pas une initiative seulement française, tous ces messages clairs et répétés l'ont été par la communauté internationale, notamment à travers l'instance plus politique qu'on appelle Groupe international de soutien. Et puis, faut-il le dire, parce que ce n'est pas un exercice purement français, parce que l'actuel Parlement libanais a déjà approuvé, en février 19, par 124 voix sur 128, une bonne partie de ces mesures. Et la déclaration ministérielle de février 19 était titrée « Au travail ». Force est de constater que ce travail n'a pas été fait. Alors vous pouvez en déduire qu'il ne le sera pas, jamais, ou vous pouvez en déduire que peut-être enfin on va le faire. Troisièmement, ce n'est pas la garantie immédiate de financement extérieur d'ampleur. Il faut bien le dire, la confiance perdue mettra du temps à se retrouver. Si un gouvernement se met en place rapidement, s'il prend de premières mesures, il pourra arriver avec de tout premiers signes à la deuxième conférence de soutien que la France organisera avec la communauté internationale en novembre.
Et nous nous mettrons d'accord lors de cette conférence, normalement, sur un mécanisme dont nous discutons déjà, transparent de gestion de l'aide internationale, impliquant la société civile, ONG et entreprises. Et nous verrons, en fonction de ce qui se sera fait ou pas fait, comment on peut passer de l'aide strictement humanitaire à celle dite de relèvement précoce, et y inclus sur les PME. Les financements plus conséquents, plus durables, comme ceux du Fonds monétaire international ou de la conférence CEDRE, sans doute un jour de ce qu'on appelle l'aide budgétaire, ne viendront que plus tard, et quand il y aura un programme FMI, lequel est, c'est comme ça aujourd'hui, dans la situation actuelle du Liban, le catalyseur de la confiance. Donc il faudra aller plus loin que la feuille de route. Exemple, dans l'électricité. Nous ne disons pas dans la feuille de route, il faut réformer l'électricité en 3 mois. Nous demandons un certain nombre de signaux, mais il va falloir réformer l'électricité. Quatrièmement, ce n'est pas enfin la réflexion indispensable sur le nouveau Liban. Ce qui s'est manifesté le 17 octobre et les jours 2019 et les jours d'après, ce qui a fait défaut le 9 mars, ce qui a été signé le 1er mai avec l'envoi au FMI, ce qui a explosé le 4 août, c'est le modèle politico-social, économique, financier du Liban. Il ne pourra pas être rebâti comme tel, notamment la paix sociale fondée sur une économie d'endettement facilitée par l'hypertrophie du secteur bancaire et financier et un taux de change surévalué qui a tué l'économie locale et l'emploi local. Tout cela n'est pas reproductible, même dans 10 ans. Donc, il va falloir que s'engage dès maintenant, entre les Libanais eux-mêmes, une réflexion structurée sur le nouveau modèle économique de développement durable. Lutter contre la transparence, contre la corruption est un moyen de cela, mais ce n'est pas un objectif unique. Donc il ne suffira pas, et il faut lancer cette réflexion. J'en termine, et j'ai été trop long, en redisant que l'initiative française, fondamentalement, est une implication du président Macron, et elle est entière. Vous pouvez en juger par son intervention, sa conférence de presse du 27 septembre. Un calendrier, il est retardé par la seule faute de la classe politique libanaise. Une feuille de route, nous poussons à sa mise en place, y compris ce qui peut être fait maintenant, qui sait, maintenant. Une mobilisation de la communauté internationale, la France s'y emploie. Une seconde conférence de soutien après celle du 9 août, nous la tiendrons. Et enfin, une exigence intacte pour le bien des Libanais. Emmanuel Macron a dit, et là encore ça va être un petit problème de traduction je pense, je ne vous lâcherai pas. Il y a bien entendu en français un double sens dans le propos, je ne vous lâcherai pas. C'est tout l'essence de ma mission, si je puis dire. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos clarifications très importantes. Ziad, je vais juste te poser une question. Monsieur l'ambassadeur a dit que ce n'était pas simplement une initiative quelque part française, c'est devenu aussi une initiative peut-être du groupe des Amis du Liban. Un des débats, une des questions qui se posent beaucoup, c'est est-ce que cette initiative française évolue dans un contexte géopolitique international très complexe, très compliqué. On a vu l'imposition des sanctions américaines sur 2 dirigeants libanais au moment même où cette classe politique essayait de former un gouvernement. Il y en a qui disent que ces sanctions ont été un obstacle de trop dans cette poursuite, je ne sais pas. Mais il y a bien sûr, on va beaucoup discuter entre ici et avec les intervenantes au Liban des obstacles aussi libanais. Comment les Libanais, dans toute leur division, toute leur formation, perçoivent cette initiative. Mais commençons par... Est-ce qu'aujourd'hui la France est seule dans cette initiative? Est-ce que dans ton analyse un peu géopolitique, où sont, entre guillemets, les autres acteurs régionaux et internationaux principaux? Et est-ce qu'ils peuvent être un facteur pour faciliter un peu cette initiative? Ou au contraire, on va voir de plus en plus de bâtons dans les roues. On a parfois l'impression que les Américains font cavalier seul avec leurs priorités, démarcation des frontières, sanctions.
ton analyse là-dessus. Merci Nadim et merci à Lebanon Talks, Antoine, Kalab et toutes ses collègues et tous ses collègues. Et bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre rapidement, même si le sujet est vaste et même s'il n'y a pas, il y a des hypothèses plutôt que des confirmations. Il me semble que la France est plutôt seule dans cette initiative, même s'il y a le groupe de soutien qui pourrait plus tard être impliqué dans les investissements, dans le soutien direct, dans l'assistance, etc. Mais politiquement parlant, je pense qu'il y a une volonté française de s'imposer au Liban dans un moment où une phase d'attente est plutôt, disons, règne plutôt dans la région, une attente des élections américaines et des résultats, une volonté iranienne de gagner du temps en attendant ces élections-là, à espérer peut-être qu'un Joe Biden pourrait remporter les élections et donc une approche américaine avec moins de sanctions, avec plus de dialogue envers Téhéran puisse s'élaborer. Et dans ce temps-là, il faut gérer le statu quo sans trop de dégâts, mais en même temps sans changement, permettant à des nouvelles dynamiques d'émerger, de se développer et d'évoluer. Donc du côté iranien, c'est vrai que Téhéran souhaite préserver des relations avec la France et l'Europe en général, puisque boycotté et sanctionné par les États-Unis, mais il y a toujours une priorité à ce qui peut venir de Washington, plutôt à ce qui pourrait venir de Paris ou de Londres ou de Berlin et d'autres acteurs européens. Du côté américain, il y a aussi cette obsession iranienne, que ce soit au niveau des sanctions, au niveau du rôle iranien dans la région, en Irak, mais aussi en Syrie, peut-être moins en Syrie, surtout en Irak maintenant. Et il y a la question de la démarcation, et donc des contacts directs entre Libanais et Israéliens qui sont devenus, dans la fin du premier mandat ou du dernier, j'espère, de Trump, le mot d'ordre. Ce qui veut dire que les Américains donnent une chance à la France, mais sans vraiment être impliqués et sans mettre leur poids derrière cette initiative. Et d'ailleurs, les sanctions étaient un message aussi que voilà, même si il y a les propos d'Emmanuel Macron et ses visites au Liban, mais nous pouvons toujours agir en ciblant et en choisissant nos cibles de proches de Nabih Berri et du Hezbollah, qui jouent un rôle dans les négociations ou derrière les coulisses, derrière la scène directe de ce théâtre libanais, ce qui fait qu'on a senti un peu un malaise chez Emmanuel Macron, et je ne pense pas que c'est une coïncidence que la chance qui a été donnée va au-delà des élections américaines pour la formation du gouvernement qui peut-être est en cours aujourd'hui. D'autre part, il y a des acteurs régionaux qui commencent à de plus en plus s'imposer, non seulement sur la scène libanaise, mais partout dans la région. Et je parle notamment de la Turquie. Donc je pense qu'il y a aussi une considération française par rapport à un rôle turc qui progresse, qui peut profiter des frustrations sunnites dans des pays où la montée des puissances chiites soutenues par l'Iran, le Liban et l'Irak, par exemple, sont aujourd'hui une réalité, et la fragmentation de la scène politique sunnite pourrait permettre à Ankara de jouer un rôle que ni l'Arabie saoudite ne peut jouer, étant dans ses propres questions de succession et sa guerre au Yémen, ni les Émirats et le Qatar sont capables également de jouer, au moins dans le moment actuel. Donc il y a aussi une volonté française de ne pas permettre aux Turcs de progresser au Liban comme en Irak et de profiter d'un chaos politique, d'une frustration sunnite qui peut trouver en la Turquie une source de soutien avec tout le rôle que Erdogan essaye d'imposer à l'est de la Méditerranée. Et cela crée aussi des difficultés. Puis il y a la réticence saoudienne. L'Arabie saoudite ne souhaite pas, et elle l'a exprimé à plusieurs reprises, ne souhaite plus investir directement au Liban. La relation avec Saad Hariri, longtemps leur protégé, n'est plus la même. Donc il y a au niveau de la représentation politique dans un système confessionnel
la représentation politique des sunnites, il y a aussi un problème que la France a essayé peut-être de gérer à travers l'ambassadeur Adib. Ça n'a pas marché. Hariri est de nouveau candidat aujourd'hui. Est-ce qu'ils arrivent à convaincre les Saoudiens de l'accepter? Quelles sont les limites aussi de sa candidature au niveau interne? Ça, c'est un autre débat. Donc, il me semble qu'entre les États-Unis et l'Iran d'un côté, entre les ambitions turques et puis les considérations françaises de l'autre, la France n'a pas tous les moyens pour imposer les conditions et pour pouvoir avancer dans son initiative. On peut après évoquer aussi des enjeux reliés à l'est de la Méditerranée, au fait que le port de Beyrouth peut être un port très intéressant pour la France en général et pour un rôle régional plus dynamique, plus agressif. On n'est pas là encore, mais par rapport encore une fois à ta question, Nadim, je pense que les Français sont un peu seuls dans cette initiative ça peut être aussi un des faiblesses de cette initiative. Je souhaite ajouter par rapport à ce qui a été dit concernant les forces politiques libanaises qui, toutes sans exception, ont bien accueilli Emmanuel Macron et ses propos, même si le ton après l'échec de la formation du gouvernement a peut-être provoqué des réactions chez certains, notamment chez le secrétaire général du Hezbollah. Mais tous les acteurs libanais, y compris le Hezbollah, ont, même si ce n'est pas tout à fait sincère, ont dit que l'initiative française est la bienvenue. Et d'ailleurs, Hezbollah a besoin aussi de garder cette relation avec les Français pour éviter d'être isolé sur la scène internationale, étant donné que la France est le seul acteur occidental qui maintient des contacts et qui n'a pas considéré que le parti est une entité terroriste. Mais en même temps, et je pense que nos collègues à Beyrouth, Carla Edde et Sebil Reze, vont élaborer sur ça, il est impossible avec cette classe politique et ce système politique d'aller plus loin qu'une aide économique urgente par rapport à quelques secteurs, d'espérer plus de cette initiative française que des reconstructions peut-être de certains secteurs. Et encore, la question du système politique libanais qui agonise depuis des années maintenant, voire des décennies, et la culture et les caractéristiques de la classe politique libanaise qui ne peuvent pas préserver le consociativisme comme on l'a connu dans les années 40, 50, 60 et jusqu'à la guerre civile. Tout cela fait que des réformes sérieuses et un changement dans la culture politique, dans la pratique politique, la fin des pratiques de corruption, la fin de réseaux de clientélisme, tout cela est impossible avec cette classe politique. Ce n'est pas seulement une question de volonté ou pas. Ni ils ne veulent, ni ils ne sont capables. Et donc, il y a peut-être un aspect qui est un peu, je ne vais pas dire une illusion, mais un espoir qui, par rapport à l'état des lieux et par rapport au rapport de force au Liban, ne peut pas être porté par cette élite politique-là. Puis évidemment, on peut parler peut-être plus tard de comment les manifestants et les manifestantes qui depuis un an en Inde-Off sont dans la rue, comment ils ont et elles ont accueilli l'initiative française. Ça, c'est un autre débat évidemment, mais qui est très intéressant aussi. Merci beaucoup, Ziad. Donc, si je vous ai bien entendu, peut-être on rentre dans un temps mort. Il y a un temps international, un temps mort aujourd'hui. Et deuxièmement, et je pense que c'est une bonne transition pour traverser la Méditerranée et aller à Beyrouth, cette question de est-ce que cette classe politique est capable de réformer ? Et je vais commencer par Carla, parce que j'avais entendu une intervention qu'elle avait faite il y a après quelques semaines, je pense sur une des chaînes françaises, et où tu disais je dois m'excuser, moi j'utilise le tutoiement, c'est un peu mon réflexe de Libanais, le vouvoiement ne me vient pas au naturel, mais bien sûr tout le respect pour tout le monde et toutes les amitiés pour tout le monde. Carla, tu disais dans ton intervention en fin de compte que est-ce que cette classe politique en fin de compte est capable de réformer, et je pense que c'est un peu ce thème sur lequel Ziad était en train de conclure. Parce que si on entend sur l'ambassadeur, c'est quelque part le postulat, quelque part de départ,
c'est qu'avec un encouragement positif, avec peut-être des sanctions, peut-être quelque part en parlant à la rationalité de ces acteurs, ils vont finir par faire ces réformes qui ont été identifiées. En regardant ça de ta perspective, est-ce que tu partages ce diagnostic ou est-ce que toute réforme et du coup l'initiative française est-elle vouée à l'échec parce que cette classe politique est impossible? Et pour ne pas rester, parce que je pense l'exercice aujourd'hui n'est pas simplement de faire de la critique ou de dire comment peut-on encore changer pour aboutir à ces réformes que je pense tout le monde est d'accord doivent être faites. Donc, mais est-ce que cette classe politique, de là où tu es, est-elle capable de faire ces réformes? Est-ce qu'il y a un moment, où, pour reprendre aussi les termes, monsieur l'ambassadeur, sur est-ce que parfois l'offre crée la demande, parfois la crise crée une opportunité, peut-être au regard d'historienne, de quelqu'un qui suit l'actualité, est-ce qu'on peut avoir ce moment où peut-être un nouveau gouvernement Saad Hariri va nous étonner, ils vont finir par faire ce qu'ils n'ont pas fait pendant toutes ces années? Oui, bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous m'entendez à Beyrouth et aussi à Paris. Merci d'ailleurs à Lebanon Talks pour cette initiative. On en a besoin et c'est assez manifeste. Parce qu'au fond, à la question, est-ce que cette classe politique peut se réformer? Donc, la réponse semble évidente, puisqu'elle est venue de la classe politique elle-même, puisque quand même du temps est passé depuis les premiers, donc depuis le 17 octobre dernier, un an, et depuis les demandes réitérées de la part de la communauté internationale, mais aussi n'oublions pas de mouvements revendicatifs au Liban, n'oublions pas la crise des déchets ménagers en 2015 et le mouvement des juges. Donc, ça fait quand même quelques années que la scène libanaise aussi bouge et demande instamment des réformes. Donc, au fond, ce n'est pas nous qui répondons, c'est l'immobilisme qui parle. Donc, il semble difficile de croire que à la bonne volonté et à la volonté tout court de la classe politique de se réformer. Les signes qu'elle a donnés sont très, très nombreux. Au fond, ça fait quelques bonnes années maintenant, puisqu'on parlait de géopolitique avec Ziad et avec l'ambassadeur. Au fond, ça fait des années qu'il semble que entre la géopolitique et la politique politicienne, les élites politiques ont oublié la chose publique, tout simplement. Donc, cette dimension qui est censée être la fondatrice de la vie politique, l'intérêt public, la chose publique, la res publica. Et encore, on le voit encore aujourd'hui, on est dans des dédales, on perd du temps, on essaie d'en gagner, mais c'est une perte de temps pour nous tous, et on en est, je pense, en tout cas la population tout à fait consciente. Donc, malheureusement, la réponse, elle est venue par la classe politique elle-même. Ce n'est pas nous qui jugeons, c'est les faits. Les faits sont là et donc l'ambassadeur a rappelé les efforts depuis quand même quelques années, les efforts de la France. Je rappelle aussi la mobilisation locale et je ne vais pas citer toutes les mobilisations qu'il y a eu, mais ça fait quand même quelques années que les dysfonctionnements sont généralisés. On se souvient de ces incendies monstres que nous n'avons pas pu éteindre, ce qui n'a pas empêché l'eau d'être abondamment jetée sur les manifestants. Donc, les exemples sont trop nombreux, malheureusement, pour pouvoir dire que, en gros, la classe politique livrée à elle-même ne peut certainement pas se réformer. Elle ne semble pas, en tout cas, en prendre le chemin. Et comme je dis, ça fait un certain temps. D'où, effectivement, je saluais votre initiative, parce qu'au fond, sans pression, rien ne se passait. Et je parle de nouveau des pressions internes d'abord, puisque, comme aussi ça a été dit, au fond, la communauté internationale est revenue un peu à la charge une fois qu'elle a vu ce mouvement populaire qui a été mis en place de nouveau il y a un an avec une nouvelle force, avec des aspects qui étaient jusqu'ici pas familiers de ces mouvements. Je pense bien entendu à un mouvement pour une fois national dans le sens où il implique les différentes régions du pays, pas seulement les villes, Beyrouth, Saïda et Tripoli qui se sont beaucoup mobilisées, mais aussi les régions, les campagnes, les villages, et ça va du sud du pays au nord du pays, en passant y compris par la Bekaa. Donc, c'était quand même un mouvement absolument inédit et qui a essayé enfin de faire sa part
c'est-à-dire de dire, bon, ça suffit maintenant, et la crise de la confiance, elle date de là, même si elle était déjà nette depuis quelques années. Donc, il faut une pression interne, et vous avez dit quoi faire. Évidemment, nos options sont assez, je ne vais pas dire qu'elles sont limitées, mais nous n'avons pas d'autre choix que de continuer les pressions. Et je parle des pressions internes, et je parle des pressions internes, toutes catégories confondues, puisque la pandémie est bien là, puisque la violence est-elle une solution. Vous savez qu'il y a un débat sur ce point entre les forces vives du pays et de la mobilisation. Donc, mais toutes les initiatives, évidemment avec une concertation à minima quand même, naturellement, sont les bienvenus, d'où je saluais d'ailleurs l'initiative de Lebanon Talks et Parlons Liban, puisqu'il ne faut pas, au fond, le risque le plus fort auquel on se heurte, c'est le désengagement local, c'est la lassitude, c'est le découragement. Nous sommes tous conscients de la gravité de l'immigration. Nous savons aussi que ce sont beaucoup des jeunes qui s'en vont, donc ceux qui ont cet esprit contestataire, un peu par essence, et qui peuvent se mobiliser et qui peuvent agir au quotidien, que ce soit par des rassemblements, que ce soit par des tables rondes de conscientisation, que ce soit par la construction aussi de liens entre les différents groupes, les différentes régions et ainsi de suite. Donc une pression interne est absolument nécessaire et évidemment avec, on va dire, pas une unification, mais une harmonisation, on va dire, par rapport aux différentes initiatives qui peuvent se faire. Et je pense que même nos partenaires internationaux, à commencer par la France, en ont aussi besoin. Donc les pressions internes doivent continuer et éventuellement se renouveler. Et alors les pressions externes, je voudrais quand même à ce niveau saluer l'initiative française, puisque la France, comme ça a été dit, est partie de demandes libanaises quand même, et de demandes, je rappelle, récurrentes. Ça fait un certain temps maintenant. Donc, l'initiative ou le projet, il n'est pas venu de nulle part, a priori. De nouveau, comme ça a été dit, on est tous d'accord qu'il faut des réformes, qu'il faut certaines réformes prioritairement, de sorte à redresser le système social et économique. Donc, les pressions externes, et évidemment, la France a une position de choix pour être derrière pareille initiative. Je ne vais pas m'attarder sur les relations historiques. Je voudrais plutôt mettre en avant le fait que la France a des liens historiques, certes, avec le Liban. Ça a commencé, on va dire, avec la protection des catholiques et des maronites, mais cette relation, elle n'est pas restée figée. Elle s'est renouvelée avec les années et elle est devenue beaucoup plus inclusive. Et donc, je me contenterai de quelques petits rappels très rapides, puisque Nadine, tu as fait allusion à mon caractère d'historienne. Donc, évidemment, il y a la mise en place de l'État libanais qui fête très difficilement son centenaire et qui doit surtout préparer le présent et donc fonder l'avenir. Mais il y a aussi, au lendemain de l'indépendance, rappelons-nous que la France et le Liban sont restés amis sans signer aucun accord formel et contraignant. Cette amitié, ou disons cette relation privilégiée, elle va connaître quand même un nouvel essor dans les années 1980, avec d'une part les relations nouées avec Rafiq Hariri et Jacques Chirac, mais au fond, c'était quand même aussi des groupes qui étaient derrière aussi ces relations. Et n'oublions pas aussi l'engagement précoce de la France dans la FINUL en 1978. Et depuis lors, il y a des soldats français qui vivent au contact de la population libanaise, en particulier celle du Liban Sud, et parmi elles, beaucoup de chiites. Donc, ce sont tissés des relations de connaissances, parfois même de confiance, qui perdurent jusqu'aujourd'hui, puisque la France continue d'être présente dans la FINUL. Je pense aussi, évidemment, puisqu'on parlait des groupes religieux, donc les chiites francophones d'Afrique subsaharienne, qui sont essentiellement donc francophones. Et là aussi, donc la francophonie est un autre levier. Le plan lancé par la France donc, pour aider les écoles, 53 écoles, aussi date d'avant l'explosion. Et
j'ai envie de dire, il peut faire partie de l'initiative française, puisque ça a été dit, l'initiative française, elle a une connotation politique évidente, mais au fond, il s'agit effectivement d'aider le pays et ses forces vives. Donc, la France a, on va dire, ce qu'il faut pour être à la tête de cette initiative, puisqu'elle n'a pas non plus la présence au Moyen-Orient ou la politique au Moyen-Orient très conflictuelle, ou en tout cas qui suscite des réserves de la part de quasiment tous les Libanais, quel que soit leur bord politique. Et je n'entre pas dans les détails du Hezbollah ou pas, mais je dis de manière globale, donc d'une politique au Moyen-Orient. Donc, naturellement, on pense aussi à l'implication de Total dans les forages du futur peut-être gaz offshore dans un temps assez éloigné. Donc, les relations France-Liban ne sont pas seulement des relations historiques, c'est des relations, je le dis inclusive pour ne pas dire comprehensive, mais qui a donc su se renouveler. Et c'est pour ça qu'évidemment, les pressions externes sont les bienvenues, même si je m'exprime à titre personnel. Effectivement, le plan de la France qui disait, bon, au fond, on ne met pas de côté la classe politique et on ne met pas de côté le Hezbollah, et on va peut-être fixer des priorités qui sont le redressement socio-économiques et qui étaient quand même les priorités des demandes libanaises ou de la rue libanaise il y a un an et encore beaucoup aujourd'hui. Carla, donc, je suis désolé, je t'interromps. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, Nadine, juste une seconde, parce que je pense que ça c'est un point essentiel. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est le 17 octobre, il y a des questions qui se posent. Est-ce que l'initiative française répond un petit peu aux attentes, en tous les cas à ce que, entre guillemets, cette rue mythique libanaise demande? Parce que ce qu'on entend aujourd'hui de l'initiative française, je dirais, c'est plus le côté économique, avec peut-être un pari que ces réformes politiques, économiques et institutionnelles ouvriront le champ d'une nouvelle action. Mais on sait tous qu'il y a quelque part une déception par rapport notamment à la première visite du président Macron chez les contestataires au Liban, qui espéraient que cette initiative, ce n'est pas simplement un gouvernement de mission, mais potentiellement un gouvernement de transition. Donc j'aimerais peut-être, si tu peux, brièvement aussi dire comment ces éléments de plus en plus clairs de l'initiative française vers ce côté feuille de route, réforme ponctuelle, avec un espèce de pari vers le futur que oui, ces réformes pourront mener à des changements politiques. Comment cela est vu par la contestation? On va en revenir, je veux pas, mais juste brièvement, parce que est-ce qu'aujourd'hui l'initiative française fait toujours un peu cette unanimité, parce est-ce qu'il n'y a pas un pilier qui manque pour les contestataires, de là où toi de ce que tu vois? Alors, plusieurs éléments assez rapidement. D'une part, donc, la crise de confiance, elle est bien là. Et j'ai envie de dire, plus la situation s'enlise et empire, et plus elle est grave. C'est-à-dire, aujourd'hui, la défiance, elle est par rapport à l'interne, mais elle peut commencer à s'installer par rapport à devenir comme nihiliste et s'appliquer de manière systématique. Puisque quand même, rappelons que les Libanais et l'humanité, peut-être une partie en tout cas des responsables, attendent des réponses sur l'enquête sur le 4 août. Et nous ne sentons pas que nous avons encore suffisamment de réponses convaincantes et argumentées, etc. Donc, cette question de confiance, elle est cruciale. Elle interpelle naturellement d'abord les Libanais et le système et les élites et la société civile aussi, d'ailleurs, n'est pas épargnée. Donc, tous les acteurs libanais. Elle peut aussi rejaillir, et je le dis, plus on attend, et plus on ne croit à rien s'installe. Et les réseaux sociaux s'y mettent, et c'est un phénomène qui n'est pas seulement libanais. Donc là aussi, il faut impérativement, effectivement, agir et agir vite sur différents leviers. Donc, sur la question de l'initiative française, est-ce qu'elle répond aux attentes? Il y a, on le sait, des divisions et des questions d'ailleurs géopolitiques réelles. Donc, il y a des choix politiques à faire pour le Liban et les Libanais qui sont des vrais enjeux. La question du Hezbollah, des armes du Hezbollah, de son application dans des
conflits régionaux, etc. C'est une vraie question politique. Ce n'est pas seulement de la politique politicienne. Donc, il y a ceux qui proposent de la laisser de côté, un peu ce que l'initiative française propose aussi. Il y a ceux qui disent pas de changement sans avoir posé cette question frontalement et l'avoir réglée d'abord. Je ne vous cache pas que je suis du premier bord, puisque la question militairement, la réponse d'une part militaire n'est pas possible et d'autre part n'est pas souhaitable. Donc, je n'ai pas classé par ordre de priorité, mais disons que les deux jouent. Par ailleurs, le Hezbollah, comme d'autres partis, ont encore leur base et il nous faut construire un Liban tous ensemble. Donc, si aujourd'hui nous essayons et nous arrivons et nous décidons de faire des vraies réformes par rapport à la question de l'électricité, par rapport à la question de la justice, par rapport à la question de la reddition des comptes tout simplement, ce sera déjà un pas, à mon sens, énorme. Donc, merci Carla, désolé, je vais passer parce que je pense que c'est un bon moment pour faire la transition à Sybille. On reviendra sur ces questions essentielles parce que tu parlais des réformes, tu as mentionné un peu la question politique du Hezbollah qui est essentielle, mais aussi tu as mentionné l'idée de est-ce que les réformes économiques, judiciaires, de l'électricité. Sybille, ce sont des dossiers que tu as suivis depuis des années, que Koulouna Ivad a continué à suivre avec des propositions. L'initiative française a une feuille de route assez claire sur ces propositions. Au-delà de la question, ce serait intéressant de voir si, de un, Koulouna Ivad est d'accord sur les priorités économiques institutionnelles mises en avant par l'initiative française. Mais au-delà, parce que je pense, il y a la question politique, bien sûr, du Hezbollah, mais il y a une autre question politique, qui est un peu, est-ce que cette classe politique, est-ce qu'un Hariri 4.0, s'il revenait la semaine prochaine, est capable de mener ces réformes? Et si oui, pourquoi? Pourquoi il n'a pas pu les faire pendant toutes ces années et que soudainement, aujourd'hui, il pourra? Est-ce que, Koulouna Ivada, est-ce que toi, tu partages un peu la grille de lecture qui dit en fait, la crise est devenue tellement importante qu'ils n'ont plus le choix, ou bien que c'est la seule et que quelque part, comme acteurs rationnels, ils vont finir par faire ce qu'ils auraient dû faire il y a des années, mais qu'ils ne l'ont pas fait en espérant pouvoir toujours y éviter. Mais là, c'est fini et ils pourront le faire. Donc un peu cette question de réforme et comment tu les perçois. Bonjour à tous. J'aimerais partir de l'idée que l'initiative française, en fait, tout le monde y trouve son compte. Et la question est de savoir, nous, qui aspirons à un changement radical, c'est-à-dire la création d'un véritable État au Liban, qu'est-ce que nous y voyons? Parce que la question a été posée par M. Duquesne. Il a posé la problématique de la restauration de l'État et c'est celle-là qui compte. À la faveur de la crise sans précédent multidimensionnelle que nous traversons. Monsieur Duquesne, personnellement, a été l'un des premiers, à travers la conférence CEDRE, à venir à la logique de la conditionnalité, c'est-à-dire de dire nous arrêtons de donner du fuel, de donner des bouées de sauvetage à un système qui est en train de mener le pays à sa perte dès lors qu'il ne se réforme pas. Cette logique a été celle de CEDRE. Nous ne revenons pas sur les responsabilités antérieures de la communauté internationale sur la pérennité du système actuel. Elles sont partagées avec toute la société libanaise parce que, encore une fois, nous ne sommes pas dans une crise de classe politique, nous sommes dans une crise de système. Tout le pays, dans toutes ses dimensions, est concerné et aussi ses partenaires extérieurs. Aujourd'hui, la problématique telle qu'elle est posée est très claire et je partage entièrement le diagnostic qui a été posé par le président français, par M. Duquesne, qui est de dire il y a absolument urgence, il y a péril en la demeure, le bateau coule, il faut absolument prendre des mesures d'urgence. Et l'initiative française apporte une feuille de route avec un menu. Mais c'est un menu qui est appelé dans ses composantes, des différentes composantes, des réformes. La question qui se pose, à notre avis, est de savoir dans quelle mesure
ces réformes sont des réformes techniques ou sont des réformes politiques par essence. Et j'aimerais un peu revenir sur quelques exemples des composantes de cette feuille de route qui, à mon avis, reviennent à remettre en question chacune des réformes, j'aime pas le mot réforme, mais chacun des chantiers envisagés, reviennent à remettre en question les fondements même du système politique qui gouverne ce pays depuis des décennies. C'est un système que je résumerai de façon schématique comme un système communautaire, c'est une oligarchie politico-communautaro-financière milicienne. C'est un mix très particulier qui est un régime très particulier et qu'il est difficile d'affronter de façon frontale en raison de ces diverses composantes. Je vais prendre 4 exemples pour montrer à quel point les réformes demandées reviennent à demander à ce système de scier la branche sur laquelle il est assis. Du plus évident, si vous voulez, au plus compliqué, la question de la réforme des marchés publics. On sait tous que les marchés publics au Liban, c'est le moyen à travers lequel les ressources de l'État, qui aujourd'hui n'existent plus, mais pendant des années, les ressources de l'État ont été captées pour entretenir des réseaux de clientèle. Le mot corruption est trop faible pour désigner ce qui se passe au niveau de l'État libanais. La corruption, c'est quand il y a un accord et quelqu'un se greffe sur un deal pour prendre une petite part. Ce qui se passe dans le système libanais, c'est que dès l'origine, les fonds, la décision d'allocation des fonds publics est une logique corrompue, clientéliste. Donc réformer les marchés publics dans cette logique-là, bien entendu, si nous étions dans un État moderne, il s'agirait d'améliorer les procédures. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de changer le système lui-même. La réforme est nécessaire. Mais qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce que les forces politiques actuelles vont pouvoir la mener? J'en doute. Deuxième exemple, celui des douanes. La réforme des douanes pose bien entendu la problématique de la souveraineté, du contrôle des frontières. Or, nous savons tous que cette problématique est entièrement liée à la structure géopolitique du pays, au fait que c'est un État tampon, c'est le théâtre d'influences étrangères entre la Syrie, Israël, la problématique du Hezbollah, etc. Je ne vais pas m'étendre sur la question. Tout le monde comprend la dimension du contrôle des douanes liée à la souveraineté. Troisième exemple, l'électricité. L'électricité, c'est une question technique par nature. Ce n'est pas rocket science, comme on dit en anglais. C'est vraiment facile de faire de l'électricité au XXIe siècle. Pourquoi, depuis des années, ce problème n'est pas réglé? Pourquoi nous n'avons pas d'électricité? Ou plutôt, nous en avons 24 heures sur 24, mais à un coût rédhibitoire en termes financiers et en termes de coût environnemental. Pourquoi cette réforme, qui est censée être technique, n'est pas faite? Permettez-moi non pas de dire les raisons, de revenir sur les raisons, mais peut-être les raisons qui empêchent la solution. Et elles expliquent le mode de fonctionnement de ce système qui est une vétocratie. Quel que soit ce qu'on pense du système, du plan du gouvernement qui a été adopté en 2010, qu'on ait des réserves ou pas sur la question. Pourquoi il n'a pas été mis en place? Tout simplement parce que le système politique au pouvoir est un système de vétocratie. Il consiste à donner le pouvoir à chaque chef communautaire d'empêcher l'autre d'avancer s'il n'y trouve pas lui-même son compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2005, depuis que l'arbitre syrien est parti du Liban, les chefs communautaires qui se retrouvent autour de la table de l'exécutif et du législatif, parce qu'en fait, elles sont confondues et que les institutions démocratiques ne sont qu'une façade. La réalité, c'est que c'est un système de pouvoir qui fonctionne par capacité de veto réciproque ou d'entente. Et l'entente n'est possible que dès lors qu'il y a distribution à chacun de ce pourquoi il pense trouver son compte. L'électricité est le symbole même du fait qu'ils ne sont pas
en mesure de trouver leur compte. Ça veut dire les uns veulent une centrale dans une région chrétienne, les autres ne veulent pas démanteler le système des générateurs de quartier à travers lesquels ils ont des sources de financement. N'oublions pas les contrats d'approvisionnement en combustible qui arrosent toute la classe politique, etc. Donc, tant qu'il n'y a pas un accord global entre les différents chefs communautaires, qui est donc une problématique de mode de fonctionnement de ce système, il n'y aura pas de réforme de l'électricité. Ce n'est pas une question technique. Enfin, je viens peut-être si je me permets, Sybille, sur ces questions, si peut-être tu peux aussi, dans 2-3 minutes, avant que je rouvre un peu les questions au public, qu'est-ce que tu aimerais voir dans l'initiative française? Dans ton analyse, l'aspect technique n'est pas suffisant parce que tu expliques très bien tous les enjeux. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui peut manquer, hein? Si aujourd'hui on a avec nous l'ambassadeur du Ken, qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport au fait il va vous falloir ce levier, où il va falloir repenser cet aspect? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des recommandations auxquelles on peut penser pour dire comment démanteler en fin de compte? Parce que je suis sûr que le gouvernement français ont bien compris, je pense, le système libanais maintenant, avec toute l'économie et tous les enjeux des partis politiques. Alors, commençons par être modestes tous. Je pense que l'impasse est très grande, que la difficulté est grande et que personne n'a vraiment de solution. L'important, de solution toute faite, je veux dire, l'important, c'est de poser le bon diagnostic. Et personnellement, je suis un peu atterrée par l'idée que, par exemple, le gouvernement de mission pourrait être incarné ou dirigé par le Premier ministre Saad Hariri, dont la rue a demandé la démission il y a exactement 1 an. Et aujourd'hui, alors qu'il a dit à la télévision il y a quelques jours qu'il n'était pas question, par exemple, de réformer ou de restructurer le secteur bancaire, qu'on considère qu'il est en mesure d'incarner, comme lui le prétend, l'initiative française. Donc, entendons-nous, la problématique revient à notre sens, et dès le début, nous avons tenté de poser le cadre du processus pour qu'il y ait une transition possible vers ce à quoi on aspire, c'est-à-dire un sauvetage financier immédiat et le rétablissement de l'état de droit à travers les règles de base de fonctionnement d'un état de droit. Pour nous, le cadre, d'abord, doit être efficace. Et l'efficacité repose sur le fait que nous devons avoir une équipe qui est dotée de pouvoirs législatifs, alors pour une durée transitoire, sinon nous serions en train de créer une dictature. Mais il faut que l'équipe qui va prendre en charge la phase qui vient soit dotée de pouvoirs législatifs exceptionnels. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'entraver ce système de vétocratie qui a mené le pays là où on est. Alors, dès lors qu'on pose la problématique de l'efficacité à travers des pouvoirs législatifs exceptionnels, se pose la question du champ de compétences, évidemment, de ces pouvoirs législatifs et de qui va détenir le pouvoir. Et c'est là où c'est compliqué, bien entendu, parce que le rapport de force n'est pas favorable à la fois sur la scène extérieure et à la fois sur la scène intérieure. Nous savons tous que les mouvements de mobilisation aujourd'hui n'ont pas encore traduit, ne se sont pas encore traduits dans une force politique alternative. Mais il faut leur donner leur chance. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que l'ambassadeur Duquesne parle d'opposition anti-système et qu'on ne parle plus de société civile. Nous sommes passés dans une phase qui est encore lente, c'est encore un processus qui débute, mais dans une phase d'émergence d'une opposition politique au système en place. Il faut lui donner sa chance. Évidemment, la tâche principale incombe aux Libanais eux-mêmes, mais le regard porté de l'extérieur sur ces mouvements est très important. De deux, se pose évidemment la problématique du rapport de force et donc de la capacité des forces actuelles, du Hezbollah au parti aouniste, en passant par les forces libanaises, Saad Hariri, etc., leur acceptation des conditions et du champ de ce gouvernement de mission. Présenter les choses sous un angle purement technique, à mon avis, ne suffit pas. Il faut entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire quelle réforme, quel projet politique, quel nouveau modèle
nous voulons pour le Liban dans toutes ses dimensions. Merci beaucoup, Sybille. C'est un processus qui doit s'engager. C'est une réflexion, c'est un débat d'idées. Juste, je termine, bien entendu, nous sommes dans une course de temps entre la rapidité de déploiement de la crise et la lenteur du processus politique. Et je me permets de citer de nouveau le président français qui a dit « Le vieux monde se meurt », en citant Gramsci, « Le vieux monde se meurt et le monde nouveau n'a pas encore émergé ». Mais il ne faut pas que l'initiative française se transforme en donner une bouée de sauvetage au vieux monde. Merci beaucoup, Sybille. Et je pense que ça, c'est un bon point de transition pour revenir ici à Paris, à l'ambassadeur Duquesne. Et je sais que Ziad aussi voulait intervenir. Je vais prendre quelques questions. Et il y a une question qui se pose, et je pense les panélistes aussi l'ont mentionné. Sybille, et ça c'est une des questions qu'on a, c'est, Monsieur Duquesne, est-ce que la candidature de Saad Hariri, ni expert, ni indépendant et issu de la classe politique mafieuse, est compatible avec l'initiative française? C'est une question que beaucoup de Libanais se posent aujourd'hui. Un petit peu, est-ce qu'en fin de compte, l'initiative française vient avec des préconditions sur le profil du Premier ministre et concrètement, quand on voit qu'on se dirige peut-être à nouveau vers un espèce de deal très libano-libanais, je dirais libano-libanais dans le sens de la classe politique. Monsieur l'ambassadeur. Ça marche ou pas? Je n'ai pas réussi à fermer, mais ça marche. Il n'y a pas de préconditions sur les personnalités. Donc, est-ce que la candidature de tel ou tel est compatible avec l'initiative française? Oui, si et seulement si sont faites les réformes qui ont été promises par tous les partis politiques pour un gouvernement de mission avec des personnes, des ministres compétents. Voilà, donc nous jugerons sur pièce. Hein. Je peux comprendre le doute de certains sur certains, mais je veux dire, comme ça a été dit et répété par le président de la République, c'est toute la classe politique libanaise qui est responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, voilà. Alors, ayant dit cela, je rappelle en passant, parce que ça a été signalé, que la feuille de route prévoit la mise en place d'un contrôle des capitaux et d'une manière générale de toutes les conditions prévues par le Fonds monétaire international, dont la résolution bancaire. Le système bancaire, vous en parlerez cet après-midi, libanais, ne fonctionne plus. Il est hypertrophié. Il faut résoudre cette crise bancaire. Donc, il faut résoudre cette crise bancaire et c'est promis dans la feuille de route. Donc, ceci est d'une grande clarté. Est-ce que vous m'autorisez à revenir sur les trois idées centrales des interlocuteurs? Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, je suis un preneur de notes fou, donc je prends toujours des notes. Et je fais mais j'ai promis aux organisateurs qu'on finira donc dans 12 minutes. Bon. Alors, donc, mais ça va être bref pour dire. Et peut-être une question aussi sur la question, est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'enquête du 4 août? Parce qu'en fait, beaucoup de Libanais aujourd'hui se posent. La France s'est engagée, le président français s'est engagé à mettre lumière là-dessus. Et depuis, on n'entend plus. Où est cette expertise française, ces enquêteurs français? Si vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez, j'imagine que vous n'allez pas nous donner des secrets d'État ou où en est l'enquête, mais procéduralement, elle en est où? Elle est en cours, elle avance et on en reparlera. Donc, ce n'est pas seulement pour gagner du temps, mais je veux dire cela. Non, sur les trois messages centraux de nos amis, l'environnement international, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas forcément l'enthousiasme total et absolu, mais à l'inverse, et vous l'avez fort bien dit, aucune opposition et plutôt quand même des encouragements. Bon. Je dis ici clairement par contre qu'il n'y a aucun rapport, parce que je sais que ça court à Beyrouth entre les 4 à 6 semaines et l'élection américaine. Les 4 à 6 semaines renvoyaient simplement à l'idée que la seconde conférence
se tiendrait première quinzaine de novembre. C'est là où nous en sommes. Donc il vaudrait mieux que cette seconde conférence se tienne effectivement avec un gouvernement. Donc je crois qu'il y a une tendance naturelle au Liban à croire en des solutions miracles. L'élection américaine n'est pas, ne sera pas, en toute hypothèse, une solution miracle. Comptez sur vos propres forces. Donc, peu importe ce qui se passe aux États-Unis. C'est les choses, et ça a été fort bien dit par Mme Hédé, ce qui compte, c'est ce qui se passe au Liban. Et ce n'est pas le gaz, ce n'est pas l'ingénierie financière, ce n'est pas tel ou tel pays qui sauvera le Liban, ce sont les Libanais eux-mêmes. Et la conférence, a priori en novembre, aura pour titre Conférence internationale de soutien au peuple libanais. Voilà. Donc, arrêtons d'attendre des éléments exogènes. C'est vraiment, pour moi, une question absolument centrale. Merci à Mme Hédé de tout ce qu'elle a dit. Bon, je suis pas... Non seulement je ne suis pas en désaccord, mais je souligne ce qu'elle a dit. Le vrai sujet aujourd'hui, et ça a été transparent aussi dans quelques remarques, c'est, et Sybille Rixk en a parlé, l'incarnation d'une opposition qui ne soit pas faite de 400 groupes WhatsApp, comme je le sais. On ne peut pas, personne ne peut discuter, a priori la communauté internationale pas plus, avec 400 groupes WhatsApp. Donc, il y a un moment où, je n'ai pas parlé, Sybille, de force anti-système, d'opposition anti-système, j'ai parlé d'opposition hors système. Je dis simplement que pour présenter une alternative, il faut s'organiser. Et en quelques courants, quelques personnalités, etc. On n'en est pas là, mais c'est ça le sujet. Et dans l'intervalle, il n'y a pas... Et le président de la République a eu ce dialogue le 6 août et le 1er septembre. Et il l'a dit, dans l'intervalle, il n'y a pas d'autre moyen que de fonctionner avec les partis politiques en place. Donc, les grands débats d'idées sont une chose, mais il faut mettre au point un certain nombre de méthodes. J'aime beaucoup, enfin, la présentation qu'a faite Sybille Rixk, et je lui dis tout de suite qu'il n'y a aucune naïveté. Il est bien clair que toutes ces réformes techniques ont un contenu politique. Nous ne partons pas avec l'idée qu'elles n'en ont pas. Bien sûr qu'elles en ont un. Nous disons simplement, avançons déjà là et on verra, le mouvement se prouvera. Bon, c'est le changement politique par en bas, si je puis dire. Enfin, comme diraient les anglo-saxons, bottom-up approach, et pas top-down venu de l'extérieur. Voilà. Mais non, nous n'avons aucune naïveté. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup. Non, et je pense, Ziad, je vais revenir vers toi, peut-être commenter un peu sur la dynamique qui se passe, ce fameux bottom-up. Hein. Est-ce qu'on en est encore aux 400 groupes WhatsApp ou est-ce qu'on est en train de voir une espèce de convergence aujourd'hui à un an, 17 octobre 2019, de ces forces vives? Tu as toi-même sillonné les routes du Liban il n'y a pas longtemps. Où en est-on, très brièvement, aujourd'hui là-dessus? Et une des questions, parce que je vais essayer de mélanger, c'est est-ce que, au fait, l'échec, est-ce qu'aujourd'hui, la révolution du 17 octobre a échoué elle-même à gagner la confiance? On sait que la classe politique a échoué à gagner la confiance. Mais est-ce que la révolution du 17 octobre, avec ses différentes composantes, on peut dire aujourd'hui qu'elle a échoué à dépasser les clivages qui persistent depuis la fin de la guerre? Et du coup, est-ce qu'on est, voilà, il y a un temps mort international, comme je disais avant, mais on est aussi devant un espèce de temps mort national. Et c'est là où la chute libre continue. Donc, si tu peux brièvement commenter sur cet aspect, l'opposition, elle en est où? Et deuxièmement, est-ce que le 17 octobre, les mouvements issus peuvent encore regagner la confiance de la population libanaise? Alors, premièrement, on parle d'un an seulement. Et un an, c'est dans un processus politique est un temps très court, mais il y a eu déjà des efforts pour fédérer des groupes, pour trouver des plateformes, pour articuler des alliances. Et il est vrai que c'est très difficile avec des questions qui sont très clivantes. La question du Hezbollah, la question de la relation avec la Syrie, la question du confessionnalisme même, et comment le dépasser et comment pouvoir évoquer la laïcité dans le contexte de 17 ou 18 communautés religieuses libanaises. Donc il y
a des questions qui sont très difficiles à analyser aujourd'hui, à essayer de trouver non pas des compromis, mais des solutions capables d'allier, de rallier des groupes et des individus et des dynamiques politiques. Mais il est sûr que, par exemple, l'ancien clivage du 14 et du 8 mars est mort le 17 octobre 2019. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça libère, disons, de nouvelles énergies et de nouvelles possibilités politiques. Même s'il y a toujours des traces, même s'il y a toujours des formations politiques qui ont des bases populaires et capables de bloquer le processus, mais une nouveauté est née à partir du 17 octobre, c'est celle de la fin d'un ancien clivage qui a, depuis 2005, divisé le pays d'une manière verticale. La deuxième chose, c'est que la nouvelle génération porte des aspirations assez différentes de ce qu'on avait connu dans le passé, même s'il y a beaucoup de ressemblances, même s'il y a, je ne veux pas dire qu'il y a juste un facteur générationnel, il y a beaucoup de passerelles, et il y a beaucoup d'expériences qui se sont accumulées, mais avec cette nouvelle génération et sa culture un peu universaliste, avec des slogans qui dépassent la réforme politique pour évoquer des réformes sociétales, pour évoquer des questions de féminisme, des questions écologiques, des questions humanistes en général. Il y a un moment aussi qui est très précieux et très important, et je ne pense pas qu'il a échoué dans la création d'une nouvelle conscience politique qui va prendre du temps à s'élaborer et à se transformer en projet concret. Maintenant, est-ce que la volonté de changer ce système et de renverser la classe politique n'a pas été un succès? Évidemment. Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu le facteur temps, lassitude, la terrible crise financière et économique qui a humilié les gens dans les queues devant les banques. Il y a le chômage, l'inflation, donc tout ce qui va avec. Puis il y a eu de la violence à plusieurs reprises, et cela ouvre la question que Carla Edde avait évoquée, la question de Hezbollah et de ses armes. C'est vrai que c'est très difficile de trouver une solution aujourd'hui, et personne ne souhaite des affrontements et une menace à la paix civile dans le pays. Mais en même temps, est-il possible de repenser les réformes, de repenser l'État et le système avec une entité capable de mener des guerres dans le pays comme à l'extérieur pour des raisons régionales et non pas libano-libanaises? C'est aussi une question très légitime et qui n'est pas facile il n'est pas facile de trouver des réponses, mais elle reste une priorité quand même. La question après de la Covid, maintenant on dit non plus du Covid, a été aussi une question qui a pesé. Puis il y a eu cette explosion catastrophique, et il y a de plus en plus un désespoir et un départ du Liban qui est très dangereux. Mais ça va prendre du temps, il y a des efforts, il y a des plateformes, il y a des alliances, et pour le moment, on ne peut pas parler d'un front qui peut fédérer les 400 groupes auxquels vous faites référence, mais ça avance lentement et ça peut donner quand même des résultats dans quelques temps. Je souhaite très brièvement. Oui, souligner une question qui a été évoquée. Je pense Sybille a parlé de vétocratie. Il y a un problème profond qu'on n'aborde pas suffisamment, c'est celui de la philosophie de notre système politique. Et je ne parle pas seulement du confessionnalisme et du clientélisme et de la corruption qu'on connaît. Je parle de cette idée du consociativisme qui ne fonctionne plus. Il a été fait quand l'idée était d'un accord entre musulmans et chrétiens. Aujourd'hui, on a de plus en plus un triangle qui ne fonctionne pas toujours, sunnite, chiite, chrétien d'un côté. On a une monopolisation au sein de chaque communauté de la représentation, ce qui mène des blocs à s'affronter à chaque fois que leurs représentants s'affrontent. Et ça crée la question des vétos qui, durant l'occupation et l'hégémonie mafieuse syrienne au Liban, qui était couverte par la France, les États-Unis et l'Arabie saoudite, permettait de temps à autre d'imposer des deals, des accords et de dire voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Depuis, Hezbollah a essayé de jouer ce rôle-là, d'imposer et de devenir l'arbitre. Ça n'a pas tout à fait marché, mais depuis, on est dans cette idée de veto, un veto sunnite, un veto chrétien, un veto chiite,
qui peut bloquer et paralyser. Et cela n'est pas seulement lié à la réforme de certains aspects de la vie politique, à faire face à la corruption ou à trouver des solutions techniques à des problèmes desquels on souffre depuis des décennies. C'est une question de remettre en question le système politique lui-même et d'essayer de penser à ce qui conviendrait mieux à la société libanaise, jeune, dynamique, face à ce système rigide et dépassé depuis des années. Merci beaucoup. Et je reviens à Beyrouth et on va conclure dans 2 minutes, mais je veux donner juste l'occasion à Carla et Sybille. Carla, brièvement, donc c'est ce que tu as. Est-ce qu'il faut une refonte du système politique? Parce qu'on a tous parlé du besoin que l'initiative française soit accompagnée quelque part par une pression libanaise. Tu en as parlé, par peut-être une pression libanaise qui s'organise différemment et qui peut-être réussit à dépasser cette vétocratie. Est-ce que donc la réponse, est-ce qu'on est en train de conclure aujourd'hui que pour que l'initiative française réussisse, il faut vraiment penser à une refonte entière du système libanais? Est-ce qu'on a les moyens de faire de ce chantier en même temps? C'est une grande question à répondre en 1 minute, mais est-ce qu'il y a cette possibilité ou, et en tant que maintenant tu es à l'USJ, cette jeunesse libanaise, à quoi s'attend-elle dans les prochaines semaines? Et je promets que dans 5 minutes, on aura conclu. Et après, il y aura une dernière question à toi, Sybille, très bref. Oui, donc très rapidement, est-ce qu'il faut une refonte du système politique libanais ou du système libanais? Il faudrait encore s'entendre sur ce qu'on appelle système libanais. Donc déjà, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Donc, est-ce que c'est le confessionnalisme? Est-ce que c'est la question des alliances régionales et des armes du Hezbollah? Donc, la liste est quand même longue. Il faudrait commencer par s'entendre sur ce qu'on appelle système libanais. Mais ma réponse est très clairement oui. Mais justement, oui, de quoi? Donc, la question de la démocratie, du respect des choix des citoyens, de la non-confiscation de la décision politique par des manœuvres électorales et des rouleaux compresseurs électoraux, ça, oui, et c'est un début. Et je ne vais pas faire la liste, mais que la justice recommence à fonctionner, ce qu'elle n'a pas fait depuis un certain temps, oui, c'est devenu aujourd'hui une refonte. Tellement ça a été loin dans la dégénérescence des institutions. Donc la réponse est très clairement oui. Est-ce qu'on va tout mettre dans le même ordre de priorité, etc. Je ne pense pas que ce soit sage. Mais donc c'est pour ça aussi que si je reviens sur la question de l'initiative française très rapidement, n'oublions pas que forcément, il va y avoir des déçus, même parmi la population. N'oublions pas que certains ont été jusqu'à demander le mandat français. Donc, soyons raisonnables aussi. Et donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas tout mettre dans une initiative. Et l'ambassadeur l'a dit, on ne peut plus clairement. C'est une feuille de route, etc. Et ça me fait penser quand même au confessionnalisme, puisque c'est quelque part aussi, on y pense tous. Il a été inscrit dans la Constitution de 1926 à titre transitoire. Et ce qu'on a fait par la suite, c'est le renforcer, et en particulier après l'indépendance par rapport à la France en 1943-46. Donc, le temps ne fait rien à l'affaire. Ce n'est pas on donne du temps au temps et les choses vont se faire d'elles-mêmes. Donc, la réforme du système libanais, elle commence par des vraies réformes. Arrêtons de parler et agissons sur des points, par exemple, comme la fondamentaux de la reddition des comptes et de la transparence. Et donc, oui, on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas tout mettre et dire, voilà, il faut tout changer d'ici à demain, etc. En revanche, prenons le bon chemin. Ça a été dit et redit et je ne peux que souscrire. Quant à la jeunesse, entre autres à l'Université Saint-Joseph et partout au Liban, évidemment, elle aussi entre des espoirs le plus sombres, et l'idée qu'elle vit un moment historique de changement. Et nous voudrions évidemment l'encourager et l'aider et contribuer avec elle à aller dans la deuxième direction parce que nous n'avons pas d'autres alternatives. Nous n'avons pas d'autres pays. Je parle pour moi et de beaucoup de Libanais. Et je veux dire, même ceux qui sont ailleurs, on voit l'investissement, la preuve de notre présence. Donc, la jeunesse est, je dirais, prise en deux feux et il faut l'aider
Et il faut lui donner des raisons d'espérer pour rester et contribuer à ce Liban qui sera après tout ce que aussi les Libanais souhaitent. Donc on ne peut pas dire maintenant, voilà la liste des changements à faire en un mois ou en 3 semaines, parce qu'au fond, il faut consulter aussi les Libanais. Nous sommes a priori dans un régime démocratique. Très voilà. bien. Merci beaucoup, encore Carla. à tous les organisateurs. Et Sybille, le dernier mot va être à toi. On a parlé de feuille de route, on a parlé de menu de réforme, mais en même temps, on a parlé de priorité. Et pour Koluna Evada, pour toi qui as suivi tous ces dossiers de très près, s'il fallait choisir 2 ou 3 priorités essentielles de réforme, tu choisiras quoi? Je choisirais celle qui est la superstructure, c'est le besoin d'État. Aujourd'hui, la crise dramatique qu'on vit montre à quel point la société libanaise est en chute, est laissée seule, en chute libre, sans aucun système qui l'encadre, qui gère. Il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de capitaine à bord de l'avion qui est en train de se cracher. Il y a quelques copilotes qui sont dans les sièges arrière et qui pensent à leur seul parachute. On a besoin d'un pilote et dans les sociétés modernes, ça s'appelle un État. On est en train de fêter le 100e anniversaire de la création de l'État libanais, mais il a été doté en fait de tous les atours d'une démocratie, d'un État moderne, des institutions parlementaires, etc. Mais dans la réalité, le système a été vicié de l'intérieur du seul fait que cet État a été accaparé par un mode d'exercice du pouvoir qui était communautaire. Donc je pense que la clé de la réforme et donc du changement passe par la refonte du système politique. C'est le seul moyen pour sauvegarder cette société dont on ne sait même pas exactement de qui elle est composée. Aujourd'hui, au Liban, on ne sait pas qui est au Liban. On ne sait pas qui sont les pauvres, qui sont les riches. On ne sait pas qui travaille où, qui fait quoi, qui paye des impôts, qui ne paye pas d'impôts. Ce sont les outils minimums de gestion d'un pays dont on ne dispose pas pour des raisons qui sont intrinsèques au système. C'est un système qui n'est pas un système étatique. Donc pour moi, juste un petit exemple lié à Mais l'actualité. très brièvement, Sybille, je suis vraiment désolé parce qu'on me fait des signaux ici qu'on doit conclure. Donc, on est tous accrochés à l'idée de la livre libanaise, de la chute de la livre libanaise, la levée des subventions parce qu'on a un stock de devises qui est en train de se réduire comme peau de chagrin. Or, on en a absolument besoin en tant que société pour importer nos biens essentiels. Qui dirige, qui gère, qui rationne, qui alloue ce stock de devises? La réponse est, pour l'instant, le seul gouverneur de la Banque centrale qui n'a aucune légitimité démocratique. Et donc, nous avons vraiment un problème de légitimité du pouvoir et de structure étatique qu'il faut restaurer. Merci beaucoup, Sybille. Je pense qu'on a soulevé beaucoup de questions essentielles, beaucoup de questions, et j'invite tous les gens qui nous écoutent à rester pour cette journée très importante que Lebanon Talks a organisée pour couvrir ces questions et réfléchir ensemble. Parce que comme Sybille l'a dit, il n'y a pas de solution facile. Merci à tous les participants. Merci pour votre temps. Merci, au revoir.